Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCF Sarthe en ce vendredi matin pour un direct d'1h30 depuis la Foire du Mans, depuis la partie agricole de la Foire du Mans. Pendant donc cette heure et demie, nous allons vous faire découvrir les coulisses de cet événement dont c'est déjà la 87e édition. Éleveurs bovins, apiculteurs, producteurs de rillettes, entre autres, vont se succéder au micro de votre radio chrétienne de proximité. À mes côtés, Jean-Luc Boutier, bonjour. Bonjour. Jean-Luc, le direct de RCF Sarthe depuis la foire agricole, bon, ce n'est que, entre guillemets, la deuxième édition, mais ça devient une tradition. Exactement, tout à fait. C'est important de venir ici pour parler bien sûr de nos éleveurs, de nos producteurs, parler de cette belle fête de l'agriculture, de l'élevage. On aime tellement ça et puis c'est des souvenirs pour moi évidemment. Effectivement, donc pour vous c'est beaucoup de souvenirs parce que vous l'avez animé pendant très longtemps. C'est 20 ans de ma vie, effectivement, 20 ans que j'ai passé ici. Et j'ai appris beaucoup d'ailleurs avec les éleveurs. Et effectivement, parce qu'on apprend au fil du temps. Et j'ai passé des moments exceptionnels dans cette agriculture, dans cet élevage. On nous a indiqué comment ça se passait et tout. Et ça tombe bien parce qu'on va voir le président. Il est juste là. D'ailleurs, juste avant de recevoir, il est déjà assis, il est déjà installé, il a son casque et son micro. Avant de parler avec notre premier invité, est-ce que vous avez une anecdote particulière sur la foire du Mans ? Je me souviens une fois, c'est une anecdote, c'était monsieur le préfet, c'est pas d'aujourd'hui, Olivier Dira, le thème était sur le lait, effectivement, et il y avait une fuite dans un tuyau, je sais pas quoi et tout. Le préfet a été un petit peu arrosé, et bien d'autres personnes politiques. Bon, c'est une anecdote, il n'y avait rien de méchant, mais ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'ambiance de la foire. On a passé un petit coup de balai, puis ça a été très très bien. Et allez, je me tourne vers notre premier invité, merci Jean-Luc, donc je me tourne vers vous, Olivier Pousse, président de la Société des agriculteurs de la Sarthe depuis déjà 2 ans. Vous êtes à la base éleveur de vaches laitières à Verneuil-le-Chétif. Bonjour. Donc on va commencer, on va pas se mentir, c'est ambiance particulière cette année de la foire du Mans avec ces histoires de fièvre catarrhale. Petit problème, on reprend tout de suite, oui. Donc vous disiez Olivier Pousse, oui. Oui, donc cette année, on a une année un petit peu particulière sur le plan sanitaire, mais comme je disais, c'est la 87e foire, c'est le 136e concours agricole départemental. Donc je dirais, le concours départemental a commencé dans les années 1890. Donc je dirais, des problèmes sanitaires, on en a connu, mais cette année, on a su les gérer. La fièvre catarrhale ovine est arrivée tardivement sur notre département. On a eu quelques cas cliniques fin août et on a pris les dispositions pour organiser cette foire. On a plus à peu près 80% des animaux engagés présents, donc ce qui est déjà une super réussite. Ouais, c'est pas mal. On a 2 races impactées un peu plus que d'autres, mais pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. Mais voilà, toutes les races sont présentes, même les races qui ont beaucoup de défections pour des analyses positives. Les animaux négatifs sont là. On a 2 races qui sont qu'en présentation, qu'il n'y aura pas de concours, mais l'essentiel c'était d'avoir toutes les races présentes, parce qu'on est la particularité de la Sarthe. On est une des dernières foires en France, avec la foire de Chalon, qui est aussi un grand événement, à avoir en même temps qu'une foire commerciale, une foire agricole. Voilà, toutes les races sont présentes. Et c'est un petit peu d'ailleurs cette foire agricole, on appelle ça le comice départemental, président, n'est-ce pas, Olivier Pousse, parce que c'est greffé autour de ça, si on se rappelle des souvenirs, est arrivé après la foire artisanale, industrielle, commerciale et tout. Et c'est plutôt bien parce que ça la classe pas mal du tout, je crois qu'on est 7e au rang. Oui, voilà, ça dépend quels critères on met, mais voilà, en matière d'influence, c'est quand même très bien. Tout à fait. Et je dois dire un petit peu, alors comment on prépare tout ça? Parce que évidemment cette année, vous disiez, c'est un peu spécial, bien évidemment, mais c'est une infrastructure à mettre en place également. Ça reste assez compliqué. Il faut toujours répartir au mieux, j'allais dire, les endroits pour que tout le monde soit content. Voilà, donc nous, la partie de la Société des agriculteurs, donc c'est la partie organisatrice de la foire agricole, donc c'est une vingtaine de bénévoles qui sont déjà sur le pont dès début août pour installer le barriérage, installer les stands pour accueillir les animaux, installer aussi tout le côté partenaires agricoles dont vous êtes présents cette année. Donc ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait en amont, mais on a un super équipe administrative et technique, ma directrice Isabelle Alain et mon commissaire général Thierry Baudier que l'on salue. Voilà, que l'on salue et qui font un travail de fond de fourmis, je dirais, et qui sont très très compétents et des personnes qui font ça depuis des années. Donc je dirais, ça roule bien, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de surprises de dernier moment et on arrive à bien organiser. Alors il va y avoir aussi des concours quand même, malgré tout. Hein, on ne va pas rester sans concours. C'est la tradition quand même à ces 4 jours de mois, en tout cas dans l'espace agricole. Oui. Donc les concours, vont se tenir, tous les concours. Il y a même des races qui sont très bien représentées, qui vont avoir des concours de qualité. On a la chance d'avoir des beaux animaux en Sarthe. Je dirais, on a un cheptel très pourvu de haute génétique, et
les gens qui viennent au Mans, c'est quand même des gens qui ont déjà une reconnaissance locale et qui sont déjà des férus, quoi. Donc non, cette année on a une belle exposition. Je vous dis, avec toutes les races représentées, sauf deux races qui seront en présentation, mais pour des raisons sanitaires et que c'est au-delà de leur volonté. Voilà, mais qui ne vont pas concourir, mais qui seront présentés et qui auront un passage aussi sur les rings. C'est très important, effectivement, de se dire, voilà, il ne faut pas rester en compte. Mais bon, c'est une année un peu exceptionnelle, évidemment. Je pense que ça ne sera que passager comme il se doit. Oui. Mais bon, on est habitué tous les 8-10 ans, on a un événement qui nous tombe dessus qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est comme ça, on arrive à le gérer. Mais non, ça se passe très bien et je dirais cette année, ça va être une année de convivial malgré tout. Les éleveurs sont très attachés à la foire du Mans, surtout les éleveurs qui exposent des animaux, mais aussi les autres éleveurs en visiteurs. Et je crois que c'est un événement de rentrée incontournable. Alors on voit un très bel élevage dans ce département qui est la Sarthe, et pour l'avoir parcouru un petit peu dans tous les sens, on se dit, voilà, nos professionnels de l'élevage font du bon travail, on a des animaux magnifiques. Oui. C'est important, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, évidemment, ça fait partie de ça. On se dit qu'il faut que les gens aujourd'hui savent ce qu'ils mangent et ils voient les animaux, ils voient un petit peu le bien-être aussi, parce qu'on est dans cette structure de dire le bien-être animal, et aujourd'hui, c'est important d'aller voir. Et on le voit lors de ces 4 jours du Mans, le public est là, vient voir les animaux, les enfants, la pédagogie également. Voilà. C'est notre rôle aussi, quoi. Je vois notamment aujourd'hui, vendredi. C'est toujours une journée un peu qu'il y a beaucoup d'écoles qui veulent participer. Donc on arrive à les accueillir comme il se doit par le biais de la Chambre d'agriculture avec des animateurs et qui expliquent le monde agricole et ce que c'est d'être éleveur aujourd'hui, quoi. Merci Olivier Pousse. Donc vous êtes président de la Société des agriculteurs et vous étiez notre premier invité en direct. Merci d'être avec nous pour ce direct depuis la foire du Mans. Nous sommes toujours au cœur de la partie agricole. Nous sommes donc en direct. Votre second invité Jean-Luc, c'est Erwan de la Fouchardière, directeur des fermiers de Loué. Erwan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur, vous avez pris la suite de votre père depuis 4 mois, donc vous êtes biberonné au poulet de Loué, on peut le dire. Bon, 4 mois, c'est peut-être un peu court, mais on va déjà, première réaction à chaud de cette prise de fonction quand même. Eh ben non, oui, la prise de fonction est toujours en cours. C'est une grande coopérative, une grande organisation. Et finalement, donc, la prise, elle est encore en cours, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ok, donc combien d'éleveurs les fermiers de Loué? Alors oui, la coopérative de Loué, c'est 1100 producteurs, donc répartis donc, sur le territoire du Maine, la Sarthe et la Mayenne, pour faire simple, les cantons limitrophes. On a vu il y a longtemps que vous cherchez des nouveaux poulaillers, c'est ça? Absolument, ouais, on cherche des nouveaux éleveurs de poules pondeuses, puisqu'en fait, c'est un marché qui va bien, parce que les Français consomment plus 8 œufs. Exactement, c'est important. C'est important. Et en fait, ils se rabattent vers des productions de qualité, donc les nôtres, les meilleurs œufs, les œufs de Loué. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu, vous êtes très étendu sur différents départements, et je crois qu'il y a encore de la place pour des futurs éleveurs. Oui, en fait, le département de la Sarthe et de la Mayenne, c'est 2 grands départements agricoles, et tout le monde n'est pas éleveur de Loué, il y en a beaucoup, 1100, mais on peut encore devenir éleveur de Loué, éleveur de poules. Alors justement, qu'est-ce que l'on dit justement à nos futurs éleveurs? Comment les faire venir effectivement dans cette profession qui, on le voit aujourd'hui, la modernité, je pense que ça a beaucoup changé pour faire l'élevage justement, c'est plus comme hier. Non, alors notre modèle, il est très extensif, c'est un modèle qui va bien dans une agriculture familiale, donc c'est jamais la seule activité d'une ferme, donc ça vient s'ajouter donc dans une ferme, dans une exploitation agricole, et en fait c'est un choix d'exploitant par rapport à l'équilibre de la ferme. On n'est jamais que éleveur de Loué, on a souvent des vaches, des cochons et très très souvent des cultures. Il y a un complément toujours, c'est toujours uniquement ça. C'est toujours une activité de complément, et en fait c'est juste un choix d'un agriculteur, entrepreneur sur sa ferme, qui fait le choix de rejoindre la coopérative pour produire des œufs de Loué selon le cahier des charges Label Rouge de Loué. Alors, dites-moi, les secteurs les plus impactés, on va dire, c'est quoi dans la Sarthe? Il y a des secteurs où il y a plus d'éleveurs que d'autres ou quoi, exactement? Non. C'est très équilibré? C'est très équilibré. Historiquement, plus vous vous rapprochez du village de Loué, plus vous avez d'éleveurs de Loué. Mais globalement, maintenant, il y en a partout en Sarthe et en Mayenne. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire à nos jeunes générations? Parce que j'entends souvent, moi qui ai vécu ici pendant 20 ans une belle aventure, je dis c'est pas mal, l'évolution, c'est moins prenant qu'autrefois, c'est un métier qui est moins prenant.
qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour qu'ils viennent vraiment à l'installation et les aider dans l'installation, justement? Non, notre mode à louer, on attire en fait les candidatures. Donc en fait, on a besoin de convaincre par notre modèle, mais on n'a pas d'argument autre que la réalité de notre élevage qui est tout à fait compatible avec ce qu'attendent les agriculteurs. Donc j'ai pas d'argumentaire spécifique. Simplement, comme le marché croît, on a une capacité à accueillir de nouveaux agriculteurs dans notre coopérative. Alors dites-moi, le fait d'être au 4 jours du Mans, c'est important dans l'espace agricole. Oui. On se dit, on le voit le jeudi, le vendredi, voire peut-être même le samedi, la pédagogie, c'est important la pédagogie. Donc Oui, on voit les enfants, les écoles, et je me dis, exactement. il faut faire ça parce que demain, si on ne fait pas un peu de pédagogie, on va être perdu. Et je pense que c'est important chez vous ça. Absolument, c'est totalement central. Les 4 jours, c'est un rendez-vous pour les agriculteurs, les familles louées, sur lesquels on expose depuis toujours. On est à l'entrée de l'espace agricole et on montre tout simplement les choses comme elles doivent être montrées. On n'a rien à cacher et on vient montrer finalement des éclosions de poussins. Et oui, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. C'est la naissance. C'est un rendez-vous. Les Manceaux et les Sartois viennent jusqu'à nous pour ils savent qu'ils vont trouver ça ici et on vient expliquer tout simplement donc l'éclosion des poussins, donc des éclosions en direct et puis après c'est l'occasion de discuter avec des éleveurs pour comprendre leur métier, leur ferme, leur poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Sur le stand des panneaux, pour expliquer, on a tout un détail, un suivi évidemment. On fait de la pédagogie, autour de notre métier, autour des chers. Voilà, on vous retrouve un petit peu partout dans les comices. La tradition sartoise, c'est les comices qui démarrent, on va dire, au mois d'août. Et vous êtes à chaque comice, il y a une représentation pratiquement. Oui, mais parce que vous avez compris qu'il y avait 1100 agriculteurs, donc forcément, on est dans les comices évidemment. Ouais. Alors c'est important cette année, cette édition 2024. Comment vous la voyez vous ici justement en tant qu'éleveur? On se dit, est-ce que ça sera une année vraiment qui est profitable, qui va nous permettre de continuer d'avancer? Comment on n'est que vendredi, bien évidemment. Ouais, c'est peut-être sûrement un peu tôt pour le dire, mais on voit des sourires, des classes qui sont là, qui viennent revoir. Voilà, la dynamique est un petit peu comme l'année dernière. Le stand ne désemplit pas, tout simplement. Donc voilà, c'est heureux en tout cas. Tenir pendant cette édition, il faut tenir évidemment, mais les équipes sont là, évidemment. Les éleveurs sont là. Les éleveurs sont là pour se relayer, donc pour être là sur le stand pendant les 4 jours. Alors il y a besoin un petit peu de part et d'autre, j'allais dire après les 4 jours du Mans, retourner bien évidemment dans les exploitations. Et puis alors il y a un suivi évidemment dans les exploitations, c'est intéressant. On n'est pas seul, j'allais dire, c'est important. Ah oui. Il y a toute la condition, le suivi. C'est une évidence en fait. C'est le but de la coopérative. Voilà, oui, bien sûr. La coopérative. C'est le but de la coopérative. En fait, la coopérative, elle est là justement pour amener. C'est l'ADN même. En fait, la coopérative est l'extension de la ferme. Donc en fait, on est au service des agriculteurs. C'est leur coopérative et on va leur amener le conseil technique, le suivi, mais aussi le suivi des cahiers des charges Label Rouge qui sont très, très exigeants à louer pour garantir la qualité supérieure. C'est ce qui fait la réputation. Ça fait la réputation. Donc voilà, c'est notre rôle au niveau de la coopérative. On a besoin évidemment de toujours se rassurer, bien évidemment. On dit qu'on gagne, mais il faut se rassurer à chaque fois. On est d'accord? On a un devoir vis-à-vis du consommateur de faire un produit de qualité, et donc la coopérative est là pour organiser que tout soit fait selon le cahier des charges, tout simplement. J'allais dire, vous avez repris le flambeau, c'est assez récent et tout. On salue d'ailleurs, je salue évidemment toute l'équipe, Yves de la Fouchardrière. Oui. On s'est quand même côtoyé pendant près de 20 ans. Bien sûr. Et je trouve que c'est un petit coucou qu'on lui fait parce que un personnage formidable et tout, qui expliquait, que j'ai revu d'ailleurs à Paris au salon, effectivement. Je suis allé parce que voilà, il a ça, il a l'ADN de ça et tout. Alors on voit que la suite est assurée et on se dit, on est reparti pour des années, bien évidemment. Oui, on est reparti pour des années. Et en fait, la coopérative, elle nous dépasse. On n'est que des passeurs. Il se trouve que la transmission s'est faite de cette manière-là, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il y avait plein de choix. Et notre coopérative, c'est d'abord une coopérative d'éleveurs, et nous on est là pour l'animer, pour la promouvoir, mais au service des agriculteurs. Dernière question, Erwan, il y a également des actions qui sont menées par les fermiers de Loué, notamment, je crois, des implantations d'arbres, c'est ça? Ah oui, bien sûr, depuis c'est important, on va finir là-dessus. C'est pas nouveau. On a commencé à planter, on est des rois de l'agroforesterie depuis 1974. Donc vous voyez, c'est un truc, j'étais pas né. Donc c'est totalement dans Jean-Luc, notre vous étiez né ADN. en 74? Oui, bien sûr que oui. Et donc, j'étais déjà très grand.
c'est pas une nouveauté en fait, hein. C'est quelque chose que voilà, c'est culturel à louer. On plante des arbres dans nos parcours pour le bien-être de nos volailles, pour la qualité de nos volailles, mais aussi parce que c'est notre ADN. Et ça fait partie du paysage. Ça fait partie de notre paysage et du respect du bocage sartois et mayennais. Exactement. Merci Erwan de la Fouchardière, donc vous êtes directeur des fermiers de Loé, d'avoir été en direct avec nous sur RCF Sarthe. Oui, donc nous sommes toujours en direct depuis la Foire du Mans, nous sommes toujours au cœur de la partie agricole. Troisième invité, c'est un habitué, enfin pas un habitué, c'est même un des grands pontes de cette Foire du Mans, Thierry Baudier. Vous êtes commissaire de la partie agricole. Oui, tout à fait. Donc expliquez-nous vite fait, Jean-Luc, je vous laisse la main. Alors justement, quand on est commissaire dans l'espace agricole, ça demande beaucoup d'organisation, de mise en place, évidemment. C'est une responsabilité et je dois dire sincèrement, il faut assurer tout ça, Thierry Baudier, n'est-ce pas? Oui, donc on œuvre toute l'année, pas à temps plein évidemment, puisque j'ai un autre métier dans l'après-midi. Donc je suis responsable commercial pour la coopérative Innoval et donc détaché pour l'organisation des concours de la Foire du Mans. Donc j'ai en charge toute la mise en place. Ça commence par le partenariat avec tous nos partenaires. Donc, il ne faut pas en oublier. Hein. Il ne faut pas en oublier. Donc on est à la recherche toute l'année de nouveaux partenaires parce que c'est nos partenaires qui font, entre guillemets, qui amènent les moyens pour réaliser ce concours. Ensuite, toutes les réservations de structures, le montage, les petites transformations de façon à être toujours dans la nouveauté. Et parfois de dernière minute parce qu'il faut changer quelque chose. Et parfois de dernière minute, notamment comme cette année où ça a été un peu compliqué. Ouais, j'imagine évidemment de pouvoir changer un endroit et puis satisfaire aussi, j'allais dire, les partenaires. Ça fait partie de ça également aussi. Bien évidemment, c'est un partenaire satisfait, c'est un partenaire qui revient. Exactement. Et qui de bouche à oreille peut en attirer un autre. Alors on s'est dit cette année, on disait tout à l'heure, on recevait le président, c'est une année un peu exceptionnelle, mais on sait que les années exceptionnelles ça a toujours existé, quoi qu'on en dise. Hein. Oui, c'est un peu plus exceptionnel que d'habitude puisque depuis une quinzaine de jours, donc la FCO, la fièvre catarrhale ovine, est arrivée en Sarthe, accompagnée de la MHE. Donc c'est deux maladies un peu germaines qui sont liées à un moustique piqueur. Et donc notre concours départemental rassemble aussi des animaux d'autres départements, pour notamment les charolais. Donc il a été décidé d'appliquer un protocole sérieux au niveau du sanitaire et donc de faire une recherche de la maladie FCO. Il faut bien trouver un petit peu ce problème qui nous arrive comme ça d'un seul coup, dont on n'est pas indemnable, parce qu'on sait très bien que finalement ce moustique, tout ce qu'il y a autour, plein de choses, ça vient d'un certain endroit évidemment. Voilà. Donc on a réalisé un certain nombre d'analyses. Tous les animaux présents ont été analysés. Et au niveau du conseil d'administration, on avait décidé que seuls les animaux négatifs, de cheptel négatif, pourraient entrer sur la Foire du Mans. Donc, ce qui nous a exclu à peu près 20% des animaux, et notamment plus touchés dans les bovins, donc la race limousine et la race blonde d'Aquitaine. Parallèlement à ça, sachant que les ovins sont le plus impactés, on avait donc décidé au départ de suspendre le national ovin de façon à ne pénaliser aucun éleveur et de vraiment réaliser une belle fête pour 2025. Alors, malgré tout, il y aura des concours, bien évidemment. Oui, donc tous les concours sont maintenus, sauf le concours d'animaux de boucherie, le concours de la race limousine et le concours de, je disais tout à l'heure, de la race blonde aquitaine. Donc ça veut dire, malgré tout, malgré cette année un petit peu curieuse évidemment, mais on ne peut pas prévoir, bien sûr, on ne peut pas prévoir un petit peu ce qui peut arriver. Bon, il faut faire avec, bien sûr, il faut quand même gérer cette fois. C'est aussi vos responsabilités que tout fonctionne bien. Alors effectivement, jusqu'à la veille de l'ouverture de la foire, nous n'avions pas tout à fait les chiffres exacts d'animaux qui allaient venir. On a donc des structures qui ont été montées pour rien et surtout louées pour rien. Voilà, c'est un budget considérable pour rien. C'est-à-dire que c'est un peu déplaisant de se dire on monte des installations et puis malgré la situation, on se retrouve aussi à avec cause des de la choses. situation. À cause de la situation. Ouais. Il a raison, Paul Joseph. C'est vrai et ça pose vraiment des problèmes. On se dit dommage. Dommage. Bon, malgré tout, on a 484 animaux de présents. Donc ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Absolument. On peut dire que ça sera un concours exceptionnel, pas forcément dans l'exceptionnel qu'on recherche.
Oui, malgré tout, il faut être là. Il faut, Mais il faut dans être cette édition de Foire du Mans, des 4 jours du Mans, ou Foire du Mans, on l'appelle à différents domaines, mais il faut être présent. Il faut être présent sur cette foire. Je le disais tout à l'heure, c'est le rayon moteur. Je crois que la naissance, c'était un petit peu... C'est ce grand comice départemental. Les comices qu'on retrouve dans le département de la Sarthe, il y en a encore qui ne sont pas terminés, bien évidemment. Et c'est un peu le rassemblement de tout cela ici, aux 4 jours du Mans. Et c'est ce rayon moteur qui permet de faire cette grande fête des 4 jours du Mans avec la partie espace agricole. Hein. Oui, tout à fait. C'est la vitrine de l'élevage sartois. C'est pour ça que le concours départemental qu'on appelle de la Sarthe rassemble la vitrine du département avec des normes des normes pour participer au concours, alors qu'un comice, on amène l'animal qu'on Voilà, peut, exactement, qu'on peut ouais. amener. Alors, au Mans, il y a des normes, et autrefois, c'était l'élite. C'était les élites de chaque race qui participaient au concours départemental. Alors, est-ce qu'on peut déjà savoir, puisque même si on est en 2024, en 2025, est-ce qu'il y aura un national de quelque chose? Parce qu'après tout, pourquoi pas déjà en parler, prendre un petit peu d'avance, peut-être c'est à l'étude. Alors du coup, évidemment, il y aura donc le national au vin. Ah, ben voilà, Le tout à national fait, au vin sera exactement. bien présent en 2025. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, un interrégional Ouais. d'une autre race qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année ou tout début printemps l'année prochaine. Alors donc tout ça c'est bien concocté, c'est-à-dire que dans cette édition, alors les éleveurs viennent des 4 coins de la Sarthe en général, ou vous avez des secteurs plus importants que d'autres? Souvent ça dépend de la région, de ce que l'on fait. La Sarthe est bien représentée, à peu près homogène. On a des éleveurs en limitrophe de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique. Alors ce qui est formidable dans ce département, c'est qu'on a pratiquement toutes les races en général. C'est un département qui est riche dans toutes les races, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. On a exactement toutes les races, au moins toutes les races le plus représentées Voilà, c'est dans plus le département. représenté, oui, tout à fait. Et donc cette année, malgré il fait beau ici au Mans, il faut le dire quand même à nos auditeurs qui nous écoutent. Beau mais froid. C'est beau et froid, dit notre rédacteur en chef évidemment. Et c'est important aussi d'ailleurs pour les animaux. On parlait tout à l'heure avec le président du bien-être. Ben voilà, les animaux sont bien, il fait pas hyper chaud, et donc les conditions requises. Le public il est là. On est en deuxième journée ce vendredi. Il y aura une nocturne ce soir évidemment. Il y a une nocturne ce soir, il y a une nocturne demain. Demain, ouais. On peut dire que pour nous, c'est des conditions idéales. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Pour nous, on est habitués. Alors, vous regardez un petit peu le public qui va sur le foirail, évidemment, regarde les animaux avec les enfants. C'est important la pédagogie, on le disait, d'emmener des enfants voir. Voilà, souvent, j'ai une anecdote, comme le disait le rédacteur en chef, je posais la question autrefois, comment venait le lait? Je vous le donne quand même un petit peu en répondant en brique. Alors franchement, je me suis dit, j'espère que depuis ça s'est amélioré, mais je le crois profondément. Hein. Et on a encore la même réponse. Il y a encore la même réponse. Donc vous voyez un petit peu, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas c'est l'importance d'une telle manifestation, et que vous, les éleveurs, les producteurs soient là. Hein. Tout à fait. Le vendredi est principalement réservé aux écoles. On accueille beaucoup d'écoles. Voilà. On a vu effectivement qu'il y avait beaucoup d'élèves qui sont là, et je trouve que c'est important, parce que pourquoi après les professeurs, les instituteurs posent des questions, pourquoi pas à l'école, de dire un petit peu qu'est-ce que vous avez vu justement dans la partie espace agricole. C'est là la vraie question. Oui. Et on a des jeunes agriculteurs qui sont engagés aussi dans la démarche des écoles. Oui. Donc du coup, ce matin, on a des vaches qui ont été retardées à la traite pour que les élèves puissent voir d'où venait le lait et comment on faisait pour l'extraire. Eh ben voilà, c'est important. Et puis je me souviens, un concours de jugement de bétail qui est le samedi matin. Le samedi matin. Et donc ça, c'est important aussi, car je crois savoir que c'est pas uniquement les enfants des professionnels, mais on peut aussi être un simple citoyen, si vous me permettez l'expression, et de se dire on peut juger différents animaux. Tout à fait. Tout au long de l'année, donc il y a des étapes à passer, et le départemental, c'est la finale pour définir les candidats qui iront juger à Paris. Ouais, donc ça, tout ça, et puis après, on garde ce souvenir de dire j'étais effectivement à cette édition, j'ai vu telle chose, parce que c'est très vague quand même. L'espace agricole, il y a bien sûr les animaux, et puis il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le matériel, les choses, et puis les choses à déguster, parce qu'il y a des produits à déguster également aussi. On n'est pas sans reste quand même. Hein. Tout ce que les Sartois ont besoin pour toute l'année, Oui. tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. C'est génial, Ouais. et vous repartirez forcément avec quelque chose
Forcément, avant de quitter, on rappelle quand même que cette foire, elle dure jusqu'à... Enfin, la partie des animaux, souvent, on nous dit, mais le lundi, il n'y a plus d'animaux. C'est vrai, parce que les animaux repartent le dimanche soir. Le dimanche soir, tout à fait. Donc, lundi, évidemment, le foirail est Lundi, vide. il reste une foire La chambre commerciale. d'agriculture reste ouverte, évidemment, mais effectivement, ça fait partie de ça aussi. On ne peut pas garder les animaux, on va dire, pratiquement 5 jours. Voilà. Merci donc Merci, Thierry Jean-Luc. Boyer, Merci. commissaire général de la partie agricole de la Foire du Mans. Nous sommes toujours en direct depuis les 4 jours, maintenant ça en fait 5 de la Foire du Mans. Oui, nous sommes toujours donc depuis les 4 jours de la Foire du Mans. RCF Sarthe s'est délocalisé au cœur de cet immense comice, ce grand stand agricole. Je suis toujours avec Jean-Luc Boutier, notre nouvel invité, Pierre-Yves Berger, pour parler de cette magnifique race percheronne. Oui, bonsoir. Bonjour Pierre-Yves Berger, ça va bien? Oui, ça va. Bien installé? Bonjour Jean-Luc. Bon, et on est en pleine forme ici, on est très heureux d'être là, évidemment. Alors, on va parler un petit peu, Pierre-Yves Berger, évidemment, de cette race percheronne. Mais pour en parler, il fallait vous inviter, évidemment. Est-ce que vous êtes toujours le président? Non, je suis vous avez été le président. Oui, je suis le vice-président Voilà, du syndicat sartois des éleveurs percherons. Exactement. Alors, cette race percheronne, justement, on en parle beaucoup parce que pourquoi? Il semble qu'elle revienne au devant de l'actualité. Ou est-ce qu'elle n'était pas partie du tout? Alors, elle n'était pas partie du tout, mais il y a un petit engouement en ce moment. L'élevage repart un petit peu parce qu'on a énormément baissé. Oui. Il y a toujours autant de demandes. Et alors, les éleveurs, l'âge des éleveurs était très élevé à une C'était ça un époque. peu, oui, À une effectivement. époque, alors donc ça finissait par on perdait des éleveurs, et là il y a des jeunes qui reviennent. Ouais, c'est parce que ça plaît, ça replaît. On s'est dit, Oui. il y a une ambiance qui s'est créée, peut-être, c'est ça aussi également. Alors il y a une ambiance, et puis il y a surtout une demande qui s'est maintenue. Et comme il y avait la production avait bien baissé, du coup ça a remonté les prix, et ça devient assez porteur et assez rentable d'avoir des juments percheronnes. Des juments percheronnes. Et puis, c'est vrai qu'on retrouve ça un petit peu dans le côté de l'animation. Moi, j'ai vu récemment, d'ailleurs, percherons qu'on retrouve pour des débardages, des choses comme ça. C'est le côté un petit peu animation, le côté un petit peu nature aussi, également. Oui. Et alors il faut dire qu'on vend plus de percherons pour atteler, débarder, que pour la boucherie. Exactement, oui. Moins pour la boucherie, c'est moins haletant pour la boucherie, c'est quoi? Alors déjà, on n'a jamais été une race de percheron très intéressante pour la boucherie, parce que le percheron a beaucoup d'os. Alors le rendement n'intéressait pas trop les bouchers. Oui, tout à fait. Mais après, il y a énormément de demandes des pays de l'Est qui, eux, ne savent pas faire de l'élevage. C'est pas leur truc. Mais par contre, l'utilisation, ils sont très forts. Et on a énormément de demandes. Alors, les Roumains, les Hongrois, les Serbes, en Autriche, en Allemagne, un petit peu en Belgique, en Hollande. Tous ces gens-là utilisent encore beaucoup de chevaux. Oui, plus intéressés que nous, peut-être, non? Oui. Et puis, par exemple, en Autriche, il y a énormément de forêts, mais qui sont toutes très pentues. Et du coup, le matériel ne passe pas. Exactement. On évite les tracteurs, voilà. comme on fait chez nous, d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, par exemple, tu as en Roumanie ou en Hongrie, en Serbie, eux, ils font des concours de traction, et qui sont aussi connus que les PMU chez nous avec nos trotteurs. Ah, comme quoi, la preuve en est, oui. Parce que effectivement, oui, c'est vrai, chez nous, c'est les trotteurs, mais là, très peu exploité, si je puis dire. Et ils n'hésitent pas à venir mettre un peu d'argent dans des gros chevaux pour essayer de gagner chez eux des concours. Alors, justement, toutes ces particularités du percheron. Alors le percheron, c'est évidemment, en France, tu sais sûrement, il y a 9 races de chevaux de trait en France, oui. Et le percheron n'est pas le plus nombreux, mais on est sûrement le plus connu dans le monde entier. En tête, tu as les Comtois qui ont plus de 3000 juments, les Bretons, ils ont plus de 3000 juments. Quand même. Et nous, en France, on doit être à peu près entre 600 et 700 juments qui produisent tous les ans. Oui, il faut produire, effectivement, on ne peut pas rester en reste. Et il faut savoir que c'est en Sarthe, en France, c'est en Sarthe que tu as le plus de percherons. Et comme quoi, oui. Et on le voit bien d'ailleurs, on le voit revenir
dans les élevages, dans les manifestations. Et on se dit, bah oui, Ah il y a oui. un retour vraiment. Dans tous les comices, tu vas Oui, devoir des percherons. Exactement, Pierre-Yves. On se dit que c'est ça, c'est ce qui va peut-être faire le retour, justement, j'allais dire, de plus en plus de voir ces races percheronnes Oui. arriver, pourquoi pas, dans des clubs aussi, parce qu'on peut peut-être faire plein de choses nouvelles avec la percheron. Alors, par exemple, alors c'est un exemple, et j'ai eu la chance de vendre un percheron il y a un mois maintenant à la garde républicaine à Paris. Et oui, comme quoi. Et ce cheval, dans 6 mois ou dans 1 an, il va défiler peut-être sur les Champs-Élysées. Alors, c'est les chevaux qu'on appelle des timbaliers. Tu sais, ils ont deux tambours de oui, chaque côté. deux tambours de chaque côté, Et effectivement. et ils sont toujours à l'avant de la brigade comme je te disais là-bas, la garde républicaine. À la garde républicaine, tout à fait, oui, tout à fait. Mais effectivement. C'est une très jolie vitrine et Ah, bah oui, je une crois. grande satisfaction pour moi. Mais justement, j'allais y venir, c'est une très bonne mise à pot. J'allais y venir pour dire, effectivement, vous, Pierre-Yves Berger, vous êtes très impliqué, les concours. Moi, je vous ai suivi depuis très très longtemps, et je pense que tant mieux, et merci, parce que très impliqué dans les concours, dans les organisations, et parfait. Et on se dit, bah voilà, quelqu'un qui est vraiment dans ce syndicat sartois du cheval percheron, il y met tout son cœur. Oui, alors déjà, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Ça fait plusieurs générations dans ma famille qui ont fait des étalons, des chevaux, des percherons surtout. Exactement, oui. Que des percherons. Et ça fait partie du patrimoine vivant, en fait. Et il faut maintenir ces traditions tant que c'est possible. Et il y a encore plein d'éleveurs passionnés, et je pense que ça va durer encore longtemps. Oui, c'est important parce qu'on a besoin un petit peu de revenir un petit peu aux entités. Le percheron, si on prend l'histoire, existe depuis longtemps, et on utilisait beaucoup de percherons autrefois quand même. Ah bah oui. Alors au début du siècle d'avant, ça a beaucoup servi de chair à canon. Ouais. Après, on en vendait énormément pour les taxis parisiens. C'était la première source de traction. Exactement. Il n'y avait pas les moteurs. Et il y a une période qui a coûté un peu cher aux chevaux de trait, c'est dans les années 50-60, où tu vendais 3 juments et tu t'achetais un tracteur. Ah, voilà. Et du coup, les gens, une fois qu'ils avaient goûté au tracteur, tu sais, ils sont pas revenus au cheval. Pierre-Yves Berger, merci beaucoup. C'est moi. Alors n'hésitez pas à venir nous voir aux 4 jours du Mans. On a à peu près 80 juments, femelles, et une douzaine de mâles dimanche matin. Eh ben voilà, il faut aller les voir Voilà. sur le site, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves Berger, d'être venu à l'antenne. Merci Jean-Luc, merci Paul. Merci à vous, Pierre-Yves Voilà. Berger, de parler du percheron avec autant de passion dans l'avant. On se retrouve dans une toute petite seconde. Notre nouvelle invitée, une voix connue des auditeurs et des auditrices de RCF Sarthe, Fabienne Malher-Boulanger, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Fabienne Malher. Vous êtes présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Sarthe. Vous êtes également chroniqueuse dans Le Bonheur et dans le Temps sur RCF Sarthe. On a beaucoup parlé de la partie agricole de la foire du Mans, mais il y a également énormément de stands installés. C'est vraiment un des plus grands rendez-vous du département qui sont installés au centre des expositions. Vous qui êtes un peu, je dirais, la grande sœur de tous les artisans de la Sarthe, c'est quoi l'importance de cette foire ? Alors l'important, c'est de donner de la visibilité. Nous savons que les acteurs de l'artisanat ont ce besoin pour pouvoir remplir leur carnet de commandes et puis faire leur chiffre d'affaires qui assure la pérennité des structures. Donc vraiment, c'est important. L'artisanat, c'est 250 métiers. Tous n'avancent pas à la même vitesse, mais les métiers que vous pouvez voir sur la foire du Mans ont besoin de vous. D'ailleurs, les artisans, c'est 35... Non, pardon, les artisans, donc il y a 35% je vais me reprendre. 35% des apprentis de France sont dans l'artisanat. Voilà. Bien sûr. Puisqu'on parlait de chiffres. Bien sûr. Exactement. Premier employeur, on est les formateurs dont nous avons besoin. Et n'oublions pas, notre société a besoin de cette passion, de ces vocations. 90 000 entreprises en Pays de la Loire environ, quand même, la CMA, c'est énorme. Ouais. 12 000 en Sarthe, quasiment. C'est important, là, la formation, là, comme ça, de venir ici, de présenter les métiers pour que les jeunes aient envie de le faire. Souvent, le métier, c'est une rencontre, c'est un geste, on tombe amoureux.
d'une fabrication, d'encadrants. Donc plus on sera en proximité avec cette jeunesse, plus on donnera de sens. Donc ça, c'est important. Alors dites-moi, Fabienne Valère-Boulanger, bienvenue évidemment sur l'antenne de RCF, et bien évidemment être à cette foire du Mans, les 4 jours du Mans, pour rappeler effectivement cette tradition. C'est important pour vous représenter un petit peu ces entreprises qui ont besoin de se faire voir, de se faire connaître, pour certaines qui sont de jeunes entreprises. Aujourd'hui, on le dit, l'artisanat, c'est la plus grande entreprise de France, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'un slogan publicitaire. Non, c'est factuel dans les chiffres. Exactement. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux pour continuer cette belle aventure, évidemment, avec ces entreprises, avec ces créations, avec l'impact que ça peut avoir sur notre département, et notamment lors de cette foire. Soyons curieux, allons les voir déjà. Prenons le temps d'aller parcourir les allées, échanger, rencontrer leurs produits, leur excellence, et puis allez voir aussi la Chambre de métier et de l'artisanat au sein du forum, parce que la Chambre a cette mission d'accompagner la création, la reprise, le développement, la transmission. Il y a des tas de services qui sont confiés à la Chambre de métier. Et parfois, on ne les consulte pas. Et au service, s'il vous plaît, allez les consulter. Mais oui, il faut aller voir ce qui se passe, s'intéresser un petit peu. Vous êtes un petit peu, j'allais dire, le rayon moteur de cette grande entreprise, si je puis dire. C'est tellement important. Et puis les entreprises, les PMI, PME, évidemment, que vous avez. Donc tout ça fait partie un petit peu de cette aventure. Et aujourd'hui, comment on situe l'artisanat dans le département de la Sarthe notamment? Alors l'artisanat est présent. On dit que factuellement, toutes les communes, en tout cas 99% des communes ont un artisan. Donc, il est souvent au cœur de la vie de la commune. Exactement. Donc ça, il faut déjà qu'on le préserve, qu'on soit tous autour. Je pense à la Chambre des métiers, mais le département, la région, on est tous vraiment les communes, les communautés de communes. On signe des conventions avec tous ces partenaires pour aussi les aider à faire survivre leur artisanat en leur sein. Ça rassure d'avoir un artisan au pied de chez soi, pratiquement, j'allais dire. C'est vrai. Et puis n'oublions pas sa mission. Moi, je dis toujours que la mission, elle est économique, bien entendu. Elle est de service, mais elle est sociétale. Souvent, c'est le seul contact de la journée avec une partie de la population. Souvent, c'est aussi le seul cadre qui est mis aux jeunes, qui n'a pas les codes, par exemple, ou pas le passeport. On lui apprend à être à l'heure, à dire bonjour. S'il vous plaît, préservons tout ça. Alors, l'entreprise, évidemment, petite, grande ou tout simplement simple auto. Comment aujourd'hui on pourrait dire aux gens venez dans l'artisanat, parce qu'on a beaucoup décrié, je sais un petit peu où je veux aller, on a beaucoup décrié l'artisanat, je ne dirais pas le contraire bien évidemment, et aujourd'hui en 2024, qu'est-ce qu'il faut dire à nos jeunes? Allez dans l'artisanat, allez voir un petit peu des beaux métiers. On ne trouve pas de personnel, vous serez d'accord avec moi. On a besoin de former, et former c'est important, on ne peut pas faire des métiers si on n'a pas de formation, et c'est un petit peu aussi votre rôle de dire attention, il y a plein de belles choses à faire, c'est important. Et puis on parlait à l'instant sur le stand de la CAPEB du patrimoine, par exemple. Tout à fait, oui. N'oublions pas que ce patrimoine, il pourra être entretenu si nous avons les bons gestes de l'artisanat. On l'a vu avec Notre-Dame, on a eu besoin de cette force vive. Quel beau travail, évidemment. Exactement. Donc là, on se rappelle. Être curieux, c'est aller au sein des entreprises, mais parfois, c'est aussi inscrire son enfant à des associations comme l'Outil en main, qu'on héberge d'ailleurs cette année avec grand plaisir au sein du forum. L'Outil en main, c'est découvrir le geste tout jeune, le mercredi, plutôt de scroller sur nos écrans et puis de regarder la télé. Faire de la découverte également, il y a besoin de ça également. Découvrir le geste, découvrir plusieurs métiers, même quelques heures, pour voir s'il y a une vocation ou même s'il y a du plaisir en faisant. On sait que dans la gestion du temps, la chronique sur RCF, eh bien, on aborde tout ce qui est plaisir. Qu'est-ce qui vous donne de la ressource? Eh bien, parfois, c'est un geste de l'artisanat qu'on fait au titre de loisir. Sachant que c'est multiple, il y a de multiples métiers aujourd'hui. Tout à fait, 250 comme je le disais tout à l'heure. C'est énorme. Donc, on peut prendre le temps de la découverte, que ce soit dans le monde associatif ou dans le métier vraiment en se lançant, mais allez voir ces professionnels, découvrez ces gestes. Et puis les bons contacts. Et vous, peut-être au cours dans l'année, vous faites aussi peut-être des interventions au sein de, bien sûr, de la chambre, peut-être des mini-salons pour dire pourquoi pas, venez un petit peu. On vous donne un petit peu l'idée d'aller dans tel ou tel métier et puis poser des questions. Pour qui, pourquoi? Parce que certains, moi j'ai vu dans le passé que quittent des métiers, vous l'avez compris, parfois bien payés, j'allais dire, parfois bien payés évidemment. Et on se dit finalement, on va dans un autre métier, dans le bâtiment ou dans les travaux ou je ne sais pas. Le bâtiment, ça peut être de l'artisanat.
mais, C'en est. mais C'en est, d'ailleurs, oui. c'est de l'artisanat, Tout à c'est de fait. l'artisanat. Mais surtout, il y a plusieurs corporations dans le bâtiment, les travaux publics également. Donc, c'est très diversifié, bien sûr. Et on se dit, voilà, il n'y a pas de sous-métier, ça n'existe pas. Complètement. Il n'y a pas de N'existe pas. petite entreprise pour moi, il n'y a pas de sous-métier, on a besoin de tous. Et puis, je le prône au sein des bilans de compétences que je dispense, chacun à sa place. Le tout, c'est de bien se connaître et puis d'être à la place vraiment qui nous fait œuvrer avec plaisir au quotidien. Vous serez d'accord avec moi, il faut prendre du plaisir dans tous nos métiers. Mais oui. Parce que c'est important. On a une capacité, mais il faut prendre aussi le plaisir. Autant qu'on prend du plaisir à faire de la radio d'ailleurs, C'est en ça. l'occurrence. Mais si vous prenez du plaisir, et bien sûr, moi qui ai fait monument historique, tenez, un petit au passage quand même. Une petite anecdote personnelle. Petite anecdote personnelle, je vais vous dire quand même 10 ans de monument historique, ben, je peux vous dire c'est un vrai bonheur. Et ça. Et je le dis dans mon entourage, allez vers ces beaux métiers, Ouais. on en a besoin évidemment, allez tailler la pierre, allez restaurer des endroits. Et sincèrement, et tous ces métiers, il faut prendre une passion. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de passion. Et puis, interrogez-vous. Si vous ne prenez pas de plaisir, prenez-en conscience et entourez-vous, ouvrez-vous, soyez curieux et puis faites des rencontres. Oui. Souvent, Et oui, c'est les ça. plaisirs. Échanger. Aller à la rencontre des artisans, voir ce qu'ils font. Et échanger, il Complètement. faut échanger très souvent parce que on disait souvent les gens ne se parlent pas ou se rencontrent pas. Ben, je pense que maintenant il y a beaucoup d'organisations, on peut se rencontrer pour parler un petit peu de ce que l'on fait, Ne des restez pas jobs seul. de chacun. C'est pas dans son petit coin qu'on va évoluer, on est d'accord. C'est ça, complètement. On a- Des fois, on a on a besoin. besoin d'un moment de ressources avec soi-même, mais surtout de s'entourer. Merci Fabienne Malher-Boulanger. Donc, Avec vous êtes plaisir. présidente de la CMA Sarthe. Vous êtes formatrice également en gestion du temps. Et c'est à ce titre qu'on vous retrouve tous les mardis à 18h15, le premier mardi du mois et le lendemain, le mercredi à 12h20 pour votre chronique Le bonheur est dans le temps, bien sûr à retrouver en podcast. Merci Fabienne. Merci à vous Merci, deux. À très merci. bientôt. À toutes et bientôt, tous. Fabienne. RCF Sarthe a posé son matos, ses tables, ses micros dans le stand agricole. On a posé aussi Jean-Luc Boutier. On est bien installé, comme très très bien, tout va très très bien dans cette belle matinée, évidemment, avec nos invités qui sont là et fidèles au rendez-vous quand même, il faut le dire au passage. Oui, c'est vrai Exact, qu'ils hein. étaient déjà là l'an dernier pour le Exact. premier. Exactement, tout à fait, oui. Donc tout va très très bien. Et donc un nouvel invité, deux Lyon- invités d'ailleurs. Deux, oui, effectivement. La mixité, Lionel Cabaret, vous êtes animateur qualité pour les bœufs fermiers du Maine. J'ai failli faire l'erreur de français. Je ne suis pas trompé dans votre fonction, moi. Non, c'est très bien. C'est très Et vous êtes avec Laurence, qui est éleveuse justement de bœufs du Maine, c'est ça, de bœufs fermiers du Maine, Limousine. en race limousine. Bon, déjà, je commence avec vous, Lionel. Les bœufs fermiers du Maine, plus de 250 éleveurs, donc combien de départements d'ailleurs? Alors, un petit récapitulatif. Petit erratum, oui. Oui, donc 240 éleveurs aujourd'hui. On est toujours essentiellement sur les départements de la Mayenne, De la Sarthe. donc le Maine, avec en limite le Maine-et-Loire et puis une partie de l'Orne. Et ensuite, on déborde sur tous les cantons limitrophes à cette zone-là. C'est où le cœur des bœufs fermiers du Maine vraiment? C'est la Sarthe ou La Sarthe et la Mayenne. la Sarthe et la Maine? Oui, c'est le Maine historique, Ouais, on dira. C'est très bien ancré dans notre département, il faut le dire. Hein, tout à Jean-Luc fait. confirme avec toutes les foires qu'il a animées. Exactement. C'est quoi très bien. les spécificités de cette belle espèce? Alors, le label bœuf fermier du Maine, on est déjà sur un multirace à viande. Donc, on a effectivement une IGP, Oui, les GP, tout à fait, oui. donc, ce qui permet effectivement d'avoir une zone de production bien définie dans notre cahier des charges. Donc, avec ce que je vous rappelais tout à l'heure, donc la zone du Maine et donc les cantons limitrophes. Ensuite, on est aussi, d'un point de vue alimentation, essentiellement basé sur l'herbe, sous toutes ses formes. Alors ça, c'est une importance. Et sur l'herbe, très important aujourd'hui, on est d'accord. Hein. On est entièrement d'accord, sachant que sur la zone de production concernée, on a aussi quand même des vallées importantes. On a la vallée de l'Huine, on a la vallée de l'Herve Oui. et de la Vègre, où il y a quand même des herbages qui sont présents. Donc, et comme c'est né dans cet endroit-là, donc l'idée c'est quand même d'avoir une production en adéquation avec le milieu. Oui, qui correspondent bien à ce que l'on fait, le travail qui est fait. Et vous, qui êtes justement éleveuse à côté, madame, c'est important, cette qualité aujourd'hui du bœuf fermier du Maine, on veut de la qualité. Mais la qualité, bien sûr, c'est le travail en avant, on est d'accord, hein, le travail d'éleveuse, évidemment. Tout à fait, et de pouvoir utiliser nos propres fourrages, parce que nos animaux mangent de ce que nous produisons. Donc là, Et c'est ça exactement. l'important. La qualité du forage. La tout qualité ça. du fourrage fait que la bête sera bonne. Quoi. Voilà, il y a un suivi exactement sur cette qualité parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, vous êtes en premier plan, après il y a la consommation et c'est très important aussi d'avoir une consommation qui régale le palais, j'allais dire, de notre public, des gens qui viennent. Aujourd'hui, on est quand même dans la qualité. Je pense que la qualité, mais on sait que nos producteurs sont là pour faire le travail, d'accord ? Exactement, je suis tout à fait d'accord. La qualité prime,
C'est sûr que ça a un coût, mais il vaut peut-être mieux manger moins, mais Voilà. très bon. Un petit peu. Effectivement, on aurait tendance, je pense, à un certain moment de consommer un peu mal, vous êtes d'accord? Et puis finalement, aujourd'hui, on dit, voilà, il faut faire attention, consommer du bon. On a des producteurs qui nous font, des éleveurs qui nous font du bon travail. Donc on consomme correctement, modérément, mais on se régale parce que c'est un délice, parce que c'est de la qualité, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'on a un cahier des charges à respecter. À respecter, oui. Et voilà, et en France, on a un très bon suivi. Et je pense que manger français est très important. Donc Laurence, vous avez combien de bêtes de bœufs fermiers du Maine exactement? Alors nous, on est éleveurs allaitants Mhm. et éleveurs laitiers. On est éleveurs allaitants, on a 85 vélages par an. Éleveur allaitant, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le veau est élevé par sa mère. Le veau est sous la mer. Donc il n'est pas séparé tout simplement. Non. Jusqu'au sevrage, il est sous la mer et nous, on est tout terme. Et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur vraiment cette spécificité du fait d'avoir à la fois le fourrage, ça vous force à vous diversifier. Vous n'êtes pas seulement éleveur bovin, vous avez plusieurs casquettes, on peut le dire? Ah ben oui, tout à fait. Après, nous, géographiquement parlant, on ne peut faire que de l'élevage puisqu'on est dans les Alpes-Montelles, donc rien que le nom, ça suffit. Belle région quand même, Voilà, belle région, Très belle, très belle. très escarpée, mais voilà, et ça correspond bien au cahier des charges du BFM. Et voilà, Bon, on vous essaie d'élever au maximum Exactement. avec l'air. Vous avez le doigt à l'avion en même temps qui passe au-dessus. Oui. Voilà, on vous fait des commentaires en même temps. C'est les aléas du direct. Mais c'est formidable quand même. Alors dites-moi, une association qui existe depuis 1985. C'est ça, oui, 40 ans bientôt. Oui, tout à fait. Quelle aventure, alors expliquez-moi. Donc, comme je l'expliquais au début, donc le label en fin de compte est né de la passion d'éleveur. Oui. On s'aperçoit que beaucoup de métiers de toute façon ça naît aussi d'une passion. Sur la vallée de l'Erdre et de la Vègre. Donc toute la zone Loué, Yvron, Évron, oui. Château-Gontier, Sablé. Et donc ces éleveurs-là en question, il y a 40 ans maintenant, ont voulu mettre en avant leur mode de production et leur viande de qualité. On sort d'ailleurs, si vous me permettez, du Festival d'Évron récemment, n'est-ce pas? Tout à Qui fait. est quand même un endroit aussi où on a la qualité, les professionnels. tout ça, hein. La qualité supérieure avec des animaux qui sont de format et de qualité de viande, c'est l'excellence. Je me tournerai vers vous, Laurence, avec tous ces imprévus qu'il y a en ce moment, cette fièvre catarrhale, ça impacte votre profession? Forcément. Oui, parce qu'aujourd'hui, on aurait dû être présent dans le cadre du concours Oui. Limousin départemental et vu qu'on a eu des prises de sang pour le côté sanitaire, on est positif, on est resté à la maison. Donc on est venu en visiteur. cette En année. visiteur, Ça peut- c'est Et on soutient les éleveurs qui sont présents, parce Voilà. que c'est important. C'est important, oui. Donc voilà. C'est un Bon. peu le confinement pour les bêtes? C'est le confinement pour les bêtes. Après, où on est déçu, c'est que toutes les bêtes étaient préparées et c'est beaucoup de temps d'investissement. Effectivement, Un oui. coût économique parce que il y a des prises de sang, etc. Mais voilà, c'est le règlement est là et il faut être très prudent côté sanitaire. C'est ça le problème quand on est vraiment dans l'élevage et qu'on travaille avec le vivant, c'est qu'il peut y avoir des déceptions comme ça. C'est pas que économique d'ailleurs. Hein. Ah non, c'était le Il y a plaisir un de coût pouvoir économique, faire- d'ailleurs. Il y a un coût économique Faut pas derrière. le- Oui, Oui, malgré tout quand même. Bon, Tout à c'est fait. passager. On se dit que c'est passager, qu'en 2025, voilà, ça sera que. On espère. On espère, évidemment. On va tout faire pour que ça soit passager. Bon, on parlait de confinement tout à l'heure, ça sera pareil, ça sera oublié, on espère. ouais. Voilà. Voilà, on dit qu'en 2025, voilà, ça sera été qu'un moment. Alors, dites-moi un petit peu, IGP 1996, c'est important aussi, ça, l'IGP. Oui, l'IGP, c'est ce qui a permis de C'est une créer- reconnaissance C'est Oui. une reconnaissance. officielle. On est sur ce qu'on appelle les SICO, donc les signes de qualité supérieure, donc comme le label rouge, Tout à fait. oui. comme une AOP ou une AOC. Donc ça a été très important à l'élaboration du cahier des charges de base. Oui, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, ben voilà, vous le disiez très justement, il faut la qualité, il faut s'assurer, il faut que quand on ait des animaux, ça soit parfait. Évidemment, ça fait partie de ça. J'imagine aujourd'hui, on ne peut pas non plus travailler comme ça. Vous êtes très très suivi, c'est très suivi tout le long de l'élevage, bien évidemment, hein, Tout le long de la filière, la filière. l'IGP nous protège, nous au niveau de l'association, mais aussi toute la filière, les éleveurs, les points de vente, nos bouchers artisans et aussi les bouchers dans les grandes surfaces. C'est vrai que de par l'IGP, on protège tout ça. On ne peut pas aller faire du bœuf fermier du Maine, par exemple, sur l'île. Exactement, on Ou à regarde un l'étranger. petit peu l'endroit, ça fait partie de ça. Il Tout est à fait. demandé en boucherie le bœuf fermier du Maine. C'est vrai que depuis le début de l'année, on n'a pas à se plaindre. On a repris certains points de vente. Mhm. Euh, C'est combien, une soixantaine? Je ne sais c'est- pas si mes chiffres sont à jour. Hein. Alors, entre ceux qui ont pu arrêter malheureusement pour
diverses raisons. Et ceux qu'on a repris, on est à 61 points de vente aujourd'hui. Alors je crois savoir que même on fait, c'est une anecdote, mais elle est vraie, on fait des rillettes. On fait de la rillette de bœuf. On fait des rillettes de bœuf, s'il vous plaît. On fait de la rillette de bœuf, on fait du saucisson de bœuf. Exactement. On a essayé de développer aussi une gamme élaborée, donc on a du chili con carne. Oui, bien sûr. On sort du Maine. On a de la On va très loin là. Oui, mais c'est très bon. Ou c'est très loin qui vient à nous peut-être. C'est ça. Et puis on a aussi donc la rillette de bœuf au piment d'Espelette, nouveauté. Voilà, ça donne un petit peu plus de... J'invite l'ensemble des visiteurs et des partenaires présents sur les 4 jours à venir nous voir sur le stand de Fermier du Maine. Qui est situé exactement pour finir dans la partie agricole à l'entrée, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci. Donc Laurence Cabaret, vous êtes animateur qualité pour les bœufs fermiers du Maine. Vous étiez, Laurence qui est éleveuse de bœufs fermiers du Maine et Lionel Cabaret. Désolé, j'ai interverti vos prénoms. C'est pas grave. Merci à vous deux en tout cas d'être venus au plateau. Merci à vous. Merci, donc on est toujours en direct depuis la foire du Mans. Cyril Lemaitre, bonjour. Bonjour. Merci, je crois que vous connaissez déjà la maison, vous avez le plaisir de venir en studio. En tout cas, là, on est en direct depuis la foire du Mans et depuis l'espace agricole. Bon, tout va bien? Très très bien. Bon, alors vous êtes président, quand même on va présenter notre invité, président des jeunes agriculteurs de la Sarthe, c'est ça? C'est ça. Exactement. Alors dites-moi un peu, président, la situation dans le département, on en est où? Eh ben, on avance gentiment et sûrement, comme toujours. En agriculture, on ne s'arrête pas. Le métier ne s'arrête jamais. C'est un métier qui ne s'arrête jamais. Et puis, voilà. Et puis, il faut penser à l'avenir, justement. L'avenir, c'est le remplacement. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. J'allais dire, chaque mois, il y a des choses nouvelles. Chaque mois, il y a des choses nouvelles. Chaque mois, on a des nouvelles annonces. On a des nouvelles choses qui arrivent. On a aussi des jeunes qui s'installent tous les jours. On a aussi des anciens qui partent à la retraite, qui ont fait leur carrière, on les remercie énormément pour leur carrière en tant qu'agriculteur. Alors justement, c'est une question intéressante, des jeunes agriculteurs qui prennent la retraite, mais jusqu'à quel âge on peut être au JA? C'est ça que je voulais savoir en fait. J'allais y venir justement, très bien. Parce que voilà, quand il faut passer la main, combien de temps une personne part, peut garder, part en retraite ou passe la main, combien de temps? Parce qu'on peut faire 50 ans, on peut faire combien? Au syndicat Jeunes Agriculteurs, on cotise jusqu'à 38 ans pour être au nom des jeunes agriculteurs. Voilà, exactement, ça c'est important, oui, tout à fait. Mais après, une retraite normale, c'est comme tout le monde, 60, 64 ans. Voilà, 62, 64 ans, voilà. Effectivement, tout à fait. C'est important, mais alors les passages, souvent, on a encore quand même des agriculteurs qui arrivent tranquillement. Il y a les passages, ça c'est toujours quelque chose de très important, le passage justement d'une exploitation. Soit elle est vendue, soit elle est reprise, soit c'est la famille, soit c'est quelqu'un d'extérieur. C'est assez compliqué parfois, il faut tout ça étudier à l'avance. Hein. Ah oui, c'est étudié à l'avance. Aujourd'hui, pour pouvoir s'installer en agriculture, il faut compter entre 18 mois et 2 ans. 18 mois et 2 ans, le temps de tout finaliser. Tout finaliser entre le jour où on décide de vouloir s'installer et le jour où on met les pieds vraiment définitivement à la ferme. Alors c'est vrai que vous avez raison, mais le fait est, c'est que quand on veut s'installer, jeune génération, on le voit d'ailleurs dans les reportages, on se dit, mais oui, mais il faut de la formation. La formation est accrue. J'imagine qu'aujourd'hui, on ne s'installe pas comme ça, en disant un tour de la main et j'y vais. Et ça a demandé beaucoup d'études à l'avance maintenant. Ah ben maintenant, aujourd'hui, 80% des installés sur les 2022-2023 ont leur BTS Axe minimum. Oui, pour s'installer. Faut un BTS, sinon, aujourd'hui, il n'y a aucune chance sinon. Hein. BTS lequel d'ailleurs? Ça peut intéresser nos auditeurs ou nos fils de nos auditeurs, ceux qui ont envie de se lancer. BTS Axe, c'est-à-dire analyse des systèmes et conduite d'exploitation. Ah, c'est important l'acronyme de mieux comprendre. Ouais. Ça consiste en quoi? Vous l'avez vous-même, je pense? Oui, je l'ai eu. C'est très bien. Donc c'est important parce qu'effectivement, ce métier, j'allais dire, demande beaucoup. C'est vrai que c'est une spécificité. Il faut sans arrêt être à l'écoute, sans arrêt regarder, continuer à se former au fil qu'on travaille, qu'on agrandit son exploitation, qu'on se modernise, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ah non, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est toujours... Et puis il faut être toujours aussi dans la nouveauté. Notre métier change tous les jours. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans l'innovation, il faut aussi garder le savoir-faire de nos aînés. Exactement, qui apprendre, est des fois se moderniser. Mais il faut aussi se moderniser, se perfectionner, se robotiser aussi. Il y a vraiment, aujourd'hui,
on a vraiment un grand panel. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu nos anciens, ceux qui partent en retraite, bon, sont souvent pas dans la modernité, ils ont pas investi parce que c'est normal, on n'investit pas quand on va approcher de la retraite, on va pas faire des crédits parce qu'on s'est dit, ben voilà, on fait un parcours, on va faire un passage de main, et c'est là qu'il faut vraiment changer un petit peu l'exploitation. C'est ça, et puis aujourd'hui, en fait, il y a aussi nos aînés qui sont là pour nous dire, en fait, sur ma ferme aujourd'hui, ça fonctionnait comme ci, comme ça, dans telle parcelle, il y a ça, dans tel endroit, tu y vas pas parce que là, c'est mouillant. Mais ça, aucun agronome peut nous le dire, aucun GPS pourra nous le dire. Il n'y a que le savoir-faire de l'homme qui pourra nous le dire. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a parmi, évidemment, toutes nos entreprises, nos exploitations? C'est quoi? C'est des jeunes garçons et filles? Parce que maintenant, tout le monde a le droit. Hein, c'est pas réservé uniquement éleveurs, et puis on dit éleveuse. Non, il y a... Ah non, aujourd'hui, on arrive à... On n'accorde pas la majorité. Non, il n'y a pas... Mais on y monte d'année en année, on y monte. Vous n'êtes pas comme à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas la majorité. Non. Aujourd'hui, on arrive à peu près 30% de femmes installées, et aujourd'hui on arrive à peu près autour de 40% de personnes non issues du milieu agricole. C'est important de passionner les jeunes, parce que malgré tout vous êtes là aussi pour ça, de passionner ces jeunes après les études. Ils ont les études évidemment, mais avant il y a la passion. Parfois on dit on y va pas, c'est compliqué. Oui, pour moi il faut y aller, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, le président Cyril Lemel ne va pas nous dire le contraire, évidemment. C'est sûr, mais aujourd'hui faut avoir la passion, faut aimer notre métier. C'est vrai que c'est un métier qui prend du temps, ça on peut pas s'en cacher. Quand on fait de l'élevage, c'est 7 jours sur 7. On n'a pas le choix, c'est comme ça fait partie de notre enjeu du métier. Aujourd'hui on a un métier où on a la chance de pouvoir faire notre emploi du temps. Si aujourd'hui on veut que ça soit une journée plus light, ça sera une journée plus light. Si on veut que ça soit une journée chargée, ça va être chargé. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure avec la présidente de la CMA, il faut aimer, il faut avoir l'envie évidemment d'y aller. Et quand on a l'envie, c'est beaucoup plus facile, je trouve. C'est toujours plus simple. Aujourd'hui, c'est toujours plus simple d'y aller quand on a l'envie que d'y aller en reculant. C'est comme toute personne quand il rentre dans son métier. J'imagine. En tout cas, l'importance pour vous d'être sur la foire, c'est vrai depuis. Et j'imagine, on le disait tout à l'heure avec le président, c'est que la foire, c'est un petit peu le rayon moteur. J'allais dire l'espace agricole sur lequel on s'est greffé après, c'est le comice départemental qui a un petit peu grandi. Et c'est ça qui est important, malgré que cette année c'est un peu compliqué. On l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr, mais de se dire qu'il faut être là, parce que le public est là, parce que ce sont les consommateurs, parce qu'on a effectivement tout ce domaine à faire réaliser un petit peu par rapport à ce qu'il y a. C'est ça, aujourd'hui il faut faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe aussi dans notre métier. Voilà. C'est pas un métier fermé, c'est un métier grand ouvert. Aujourd'hui il faut qu'on arrive à tout ouvrir, c'est pour ça que la Foire du Mans est hyper importante pour nous en tant qu'éleveurs et même en tant que président des JA pour moi, de pouvoir présenter notre métier, de pouvoir présenter notre savoir-faire, de pouvoir donner des vocations et surtout de la continuité dans notre métier. Demain, aujourd'hui, le but c'est que la foire puisse continuer. Nous, en tant qu'éleveurs, s'il n'y a plus d'animaux à la foire, ça sert à rien d'avoir un espace agricole, ça sert à rien d'avoir un stand JA. Il n'y a plus d'intérêt, effectivement. Et donc c'est vrai. Alors vous faites également aussi un concours le samedi, un concours justement jugement de bétail, on en parlait tout à l'heure. C'est important parce que, on le disait, c'est ouvert bien sûr aux enfants des éleveurs, et c'est ouvert aussi au grand public. C'est-à-dire que moi je peux y aller tout simplement, faire le jugement de différents animaux. En fait, il y a eu principalement des élèves en fait, de lycée agricole qui sont sélectionnés par les professeurs. En fait, ils font déjà un jugement dans le cadre de leur lycée. Ici, c'est la finale départementale où ils affrontent principalement toutes les écoles ou tous les autres participants qui ont participé dans les comices cantonales. Oui, qu'on retrouve ici effectivement pour le final. Et les 2 meilleurs du département sont sélectionnés pour aller à Paris au mois de février. Donc ça, sympa, quand on réussit, j'allais dire qu'on a bien fait de venir, si je puis dire. Hein. Ah bah oui, c'est le but. Et chaque participant repart avec son lot. Bon, c'est une édition 2024, voilà, on le dit qu'il finalement il y aura des concours, on l'a évoqué tout à l'heure bien sûr, et on se dit que voilà, il fait beau moment et tout est lié pour quand même une édition qui va bien se tenir. On n'est qu'à ce vendredi et en fait tout le monde est sur le pont, toutes les équipes
Parce qu'on va quand même rappeler un peu votre organisation. Il y a DGA s'est installé, bien sûr, vous en êtes le président, mais il y a des sections dans toute la Sarthe. Oui, dans tout département, il y a en fait au niveau cantonal, tout canton a une identité cantonale avec un président, un secrétaire général et toute une équipe. Et vous faites, oui, tout à fait, allez-y. Et sur tous les départements. Et demain, en fait, le but c'est que, dans tous nos comices ou autres, on nous retrouve présents. Voilà. Et comme vous êtes fidèle chaque année, vous faites une belle manifestation, on va dire, au plan départemental, mais au cœur du Mans, il faut le rappeler. Il y en aura une l'année prochaine en 2025. Il y en aura Ça une en s'appelle 2025. La FEM naturellement. Vous réunissez les producteurs et bien sûr l'animation. C'est un petit peu la promotion et un petit peu l'image de la boutique, si vous me permettez l'expression. Voilà dans le terme et tout. En tout cas, je trouve que c'est bien. Ah bah oui, l'année prochaine, si je me trompe pas de date, ça doit être 15 et 16 mai. C'est le week-end du 16 mai, ça je le sais. Voilà, vous avez les bonnes notes. C'est important parce que de représenter au travers, bien sûr, on a la foire du Mans, mais de continuer toujours à communiquer avec ce que sont le public et bien sûr les consommateurs. Oui, aujourd'hui, nous, sur notre stand GIA, on reçoit 300 élèves des écoles du Mans qui viennent à la foire, où on leur explique les métiers du lait, les métiers de l'agriculture, on leur fait visiter toute la partie foire, la partie animaux. Ils ont une animation de traite aussi, ils vont voir les robots, ils vont voir toute l'innovation aussi qui tourne autour de notre métier. Vous avez des questions bizarres qui sont posées ou quoi? Parce que oui. On en a posé tout à l'heure, mais on ne va pas le redire parce qu'on parlait du lait, donc on sait très bien comment il nous répondait, mais parfois il y a d'autres questions, j'imagine. Ah oui, comment une vache fait pour manger toute cette quantité-là par exemple, jour, oui. Il y a vraiment plein de questions et en fait on voit qu'il y a quand même une déconnexion, un minimum une déconnexion avec le milieu agricole et le savoir-faire. C'est important que vous soyez là justement pour dire attention, on voit hier les écoles et aujourd'hui surtout vendredi les écoles, c'est important d'être là pour dire ce sont les consommateurs de demain, ce sont aussi peut-être pourquoi pas des éleveurs de demain, puisque il y a de la formation ici, on a des écoles en la matière. Hein. Ah oui, aujourd'hui on a toutes les écoles qui sont représentées, les MFR, les lycées. Oui, les MFR bien sûr, qu'on salue. Et demain en fait les écoles aujourd'hui sont pleines. Mais c'est pas parce qu'elles sont pleines aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'elles soient pleines demain. Ils font toujours des très bonnes rentrées, il faut le préciser au passage quand même. Il y a toutes les formations en matière d'élevage, d'agriculture. Hein. Il y a tout. Aujourd'hui, on fait de la céréale, on fait de l'élevage ovin, l'élevage bovin, de l'élevage caprin, de l'élevage de lapin. On fait tout en Sarthe. C'est la richesse de notre métier. Exactement. Cyril Lemaitre, qu'est-ce qu'on peut dire évidemment à nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont des consommateurs et aux gens qui sont là, qu'est-ce qu'on peut dire à nos jeunes? Venez prendre des conseils auprès des JA, parce que regardez les documents, il y a les stands évidemment, tous nos amis sont là pour expliquer un petit peu, pas uniquement regarder, poser des questions, parce que souvent on ne sait pas quoi faire. On est dans la société, on se dit ah ben oui mais je ne sais pas quoi faire. Et je peux vous dire que ça existe. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent je ne sais pas quoi faire parce que j'ai pas d'idée, j'ai rien, j'ai pas de hobby, j'ai plein de... Et ça aujourd'hui c'est important parce qu'il y a des métiers merveilleux et on prend du plaisir partout. Oui, aujourd'hui venez nous voir sur notre stand. Nous on est capable aussi de vous présenter des offres d'emploi pour du travail de salariés tout simplement. On est aussi capable de pouvoir vous présenter des formations pour pouvoir aller dans le milieu agricole. On est aussi capable de vous présenter tout un savoir-faire autour de l'agriculture. Hein. Il n'y a pas que de l'élevage, que de l'élevage, tout ça. Il y a aussi du paragricole, ce que l'on appelle des technico-commerciaux et tout ce qui s'ensuit, des mécanos. Il y a énormément de métiers autour. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, on est un métier, en fait... La partie agriculteur est un métier de base et tout autour gravite énormément de monde. On articule plein de professions, c'est énorme. D'ailleurs, on le voit par les partenaires qui sont là. Tous les partenaires qui sont autour, bien sûr, du foirail. C'est ça, tous les partenaires autour, c'est tous les métiers qui tournent autour de l'élevage, autour des céréales, autour de l'agriculture, principalement. Donc il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire. On ne peut pas s'ennuyer, j'imagine. En agriculture, on ne s'ennuie jamais et surtout sur la foire du Mans, on a la chance de pouvoir approcher les éleveurs, leur poser plein de questions. Ils sont tous là en fait pour parler de leur métier, sinon ils ne seraient pas ici. Sinon ils ne seraient pas là. Et on s'étonne quand même, on le voit dans des reportages télévisés, que finalement des gens qui avaient de beaux jobs également, et qui viennent dans des filières justement, des filières agricoles, maraîchères et bien d'autres. Et on s'est dit que le monde a changé. Oui, le monde change. En fait, on a l'aspect Covid aussi qui a fait que les gens se sont restés enfermés et qu'en fait à la campagne on est au grand air et que en fait aujourd'hui on se rend compte que faut arriver à respirer et à profiter de la vie. Eh bien exactement. Merci beaucoup Cyril Lemaitre d'être venu à l'antenne d'RCF évidemment. Paul Joseph.
On va parler du miel, ça tombe très bien parce qu'on aime les abeilles et on aime le miel. Donc tout va bien. Et on va recevoir bien sûr Luc Rigal qui est déjà installé avec son casque. Ça va bien? Vous êtes bien installé? Oui, très bien. Bonjour en tout cas et merci d'avoir répondu, de venir sur notre plateau installé ici même dans l'avenue du Panorama, elle est tellement belle, l'Union syndicale apicole sartoise. Alors dites-moi un petit peu, les chiffres évidemment, j'allais pas vous demander les millions d'abeilles, c'est pas possible, on les a pas comptés. C'est dur de les compter. Hein. C'est dur de les compter. Comment ça va? Eh ben, écoutez, merci déjà de votre accueil et de votre invitation. Alors, ça va, je dirais, le rucher école se porte bien. Se porte bien. Se porte bien. Bon. Par contre, la production miel se porte beaucoup bien. J'irai aujourd'hui. Mieux qu'hier. Ah non, on se porte très très mal. Non, oui, justement, là c'est la problématique, oui. Ça se passe plutôt moins bien parce qu'il y a eu beaucoup de soucis. Alors, il y a beaucoup de soucis. Tout le monde se rappelle, je pense, du printemps très pluvieux, très arrosé. Oui. D'un été quand même très mouillé aussi, puisqu'on voit quand même que les prés sont très verts, donc c'est signe qu'il y a quand même eu de l'eau. Exactement, et pour les oui. abeilles, c'est pas bien du tout. Donc on a aujourd'hui une baisse de production de miel, j'irai aussi bien sur la Sarthe, mais on constate le même phénomène en France, une baisse de production entre 50 et 60% de baisse de production de miel. Ah, ça reste quand même très très important parce que chaque année on essaie un peu de faire des stocks, vous êtes d'accord? Et il ne faut pas que les stocks ils baissent de trop quand même, non? Oui, alors on fait des stocks, sauf que lorsqu'on fait, les pouvoirs publics font des sondages pour faire des comptages de stocks. C'est des sondages. Donc un sondage, il donne une tendance, mais ce n'est pas du réel, puisque ce qui a été compté en stock pour l'année 2024 est complètement en dessous du stock qu'on a en France. Très bien. Alors dites-moi un petit peu justement ces abeilles, le miel, un petit peu. Les abeilles, il y a du professionnel et puis il y a des particuliers. Vous, comment vous détaillez tout cela finalement? Alors nous, on est tous producteurs de miel. On Oui. appelle ça des gros producteurs ou des petits producteurs. Oui, tout à fait. Dès l'instant qu'on est au-dessus de 50 ruches, on devient gros producteur. Gros producteur. Voilà. Bon. Alors pour faire s'installer, je veux mettre une ruche, qu'est-ce que je fais? Je veux mettre une dans le coin de mon champ, me direz-vous, oui mais ça se fait pas comme ça. Alors ça se fait pas comme ça, il faut déjà regarder aussi l'environnement, savoir s'il y a des choses mellifères, parce Ouais. que si vous mettez une ruche et qu'autour de chez vous il n'y a rien de mellifère, et vous n'aurez pas de miel. C'est ça aussi que notre information aussi sur les 4 jours, c'est qu'il faut laisser, quand on voit des pelouses qui sont tondues à ras, il n'y a rien pour les abeilles. Et dans les tendances qu'on a eues, auxquelles aujourd'hui, cette année, on a été obligé de pallier à la famine de l'abeille. Oui. Comme les agriculteurs, comme les éleveurs de bovins ou d'ovins, lorsqu'il Il y a plus aussi d'herbe, les soucis. Hein. il n'y a plus d'herbe dans les champs, elles n'ont rien à manger et il faut leur donner à manger. Exactement, Voilà, il faut s'en occuper effectivement. Voilà. Alors, Donc il y a ça, l'environnement, et puis regardez par rapport à des voisins, si vous êtes dans un lotissement, il faut faire une protection derrière la ruche. Et par rapport aux bâtiments publics aussi, il y a une réglementation. Il y a un arrêté préfectoral qui existe depuis 1984 sur le département, qui n'a jamais été modifié et qui est en vigueur. Généralement, ça se passe bien. Les gens tolèrent l'abeille, bien sûr. Ils acceptent l'abeille puisque, rappelez-vous, regardez autour de vous. On vous voit là-bas derrière, pas loin, là, des jus de pommes. Oui, des jus de pommes. Si on n'a pas d'abeille, on n'aura pas de pommes et on n'aura pas de jus. Donc c'est important quand même de les protéger. Il y a beaucoup d'éleveurs dans le département de la Sarthe. Oui, on est quand même pas loin de 500 producteurs de miel. 500 producteurs. Qu'est-ce qu'on dit pour devenir producteur finalement? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Après, il faut se former parce que je dirais, l'apiculture, c'est comme l'agriculture, c'est comme un éleveur, ça ne s'apprend pas sur Internet. On peut lire des livres, on peut lire tout ce qu'on veut, mais il faut pratiquer. Et je dirais, l'abeille est un insecte un peu particulier parce qu'il s'adapte au climat, il s'adapte à l'environnement. Et l'apiculteur, il faut qu'il s'adapte aussi, lui, à l'abeille. Oui, puis on va dire que l'abeille est souvent attaquée. Hein. On a parlé, évidemment, on y vient, on parlait de ce frelon asiatique qui nous embête un petit peu. Paul Joseph me disait... C'est peu de le dire, oui. C'est peu de le dire, parce que franchement, j'ai trouvé quand même, vous serez d'accord avec moi, il y en a un peu moins quand même. Alors, il y a certains endroits, il y a un peu moins, il y a d'autres endroits où il y a toujours du frelon asiatique. Le frelon asiatique, aujourd'hui, en France, est bien implanté. Il faut savoir que pour qu'on ait une action efficace sur le frelon asiatique en France, il faudrait qu'on détruise plus de 60% des nids. Or, aujourd'hui, on est à peine 40% de destruction de nids. Donc, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir éradiquer l'espèce. Ça, c'est impossible, parce qu'on est tellement implanté que c'est qu'on ne pourra pas. Mais on a des moyens, on essaye de faire du piégeage au printemps, du piégeage en automne pour éviter que les reines se développent et qu'on développe des nids. Maintenant, aujourd'hui, les pouvoirs publics, normalement, il y avait un projet de loi qui a été signé à l'unanimité, voté à l'unanimité par les sénateurs. Oui.
Ça devait aller à l'Assemblée nationale. Vous savez comme moi qu'on a changé de gouvernement et aujourd'hui on n'a toujours pas de ministre. Donc c'est resté dans les tiroirs. Bon, malheureusement, ça a été voté par les sénateurs, donc ça reste un sujet d'actualité et un sujet qui va revenir à l'Assemblée nationale. Donc ce qu'il faut penser, c'est que les députés signent ce projet de loi, enfin cette loi, puisque c'est une homogénéisation de la lutte du frelon asiatique en France, de façon que tous les départements aillent dans la même vitesse et dans le même sens. Important. Et on finira par ce message combatif. Oui, voilà. Le temps nous est compté. En tout cas, c'est passionnant. Beaucoup de passion dans la voix quand vous parlez de vos abeilles. On sent que ça fait combien de temps que vous êtes dans les abeilles d'ailleurs? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Merci donc Luc Manger Rigal. du miel, manger du miel. Manger du miel. Le miel, c'est un accompagnement aussi Tout également. à fait, oui. exactement. Vous êtes président de l'USAS. Comment ça se prononce? Union syndicale USAS. Voilà, c'est ça, USAS, Union syndicale apicole sartoise. Nous sommes toujours en direct sur RCF Sarthe depuis les 4 jours de la Foire du Mans sous un beau et franc soleil. On va pas se mentir, il fait un petit peu frais. J'espère que vous êtes confortablement installés à notre écoute. Notre dernier invité, visiblement, n'a pas froid. Il est en t-shirt, en polo, pardon. J'ai noté, effectivement. Un polo rose aux couleurs de son association qui est clairement devenue emblématique ici en Sarthe. Je parle bien sûr d'Alain Cabane, animateur du Printemps des Rillettes. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'RCF. Il est en forme, aujourd'hui tenue estivale, Alain Cabane. Mais on sait un peu, c'est un petit peu le sud là, j'ai l'impression. Vous êtes en minorité, Jean-Luc, là, entre sudistes là. Mais... on est en minorité. C'est vrai, la Corse et puis le sud-ouest, je pense, Alain. Le sud-ouest également. Bon, Alain Cabane, tout va bien? Tout va bien. Alors pourquoi je suis quand même en t-shirt, il faut le dire, c'est parce qu'on est dans le hall B, le hall de gastronomie, et puis là-bas, évidemment, c'est couvert, on n'est pas au courant d'air comme vous. on peut se permettre, des fantaisies. Et on fait goûter des rillettes chaudes, donc voilà. Ça réchauffe le corps et le cœur. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes un petit peu dans cette foire du Mans, cet espace agricole, l'ensemble et tout. Vous êtes là depuis très très longtemps, j'imagine. C'est quelque chose qui marque quand même cette édition. Alors, à titre personnel, oui, ça fait très longtemps, probablement... une bonne quarantaine d'années que j'y viens à cette foire du Mans. J'imagine. Mais pour le Printemps des Rillettes, c'est la première année. Ah, c'est la première année. Voilà, parce que vous êtes l'animateur, évidemment, de cette fête des Rillettes qui a un succès incroyable. On peut le dire, ça a été un succès, évidemment, j'allais dire, dernièrement. On va continuer, il faut continuer cette aventure, non? Succès auquel vous contribuez. C'est gentil de le rappeler. Avec beaucoup de plaisir, parce qu'en plus, nous aimons ça, vous le savez bien, nous sommes des bons consommateurs de ce bon produit, bien sûr. Alors, dites-moi un petit peu, comment fait-on, j'allais dire, pour se renouveler ici même, dans cette foire évidemment importante, parce que voilà, c'est une foire de tradition, elle est différente des autres, on y retrouve la partie agricole, mais il y a aussi tout le domaine multi, c'est une foire multi, il y a dans tous les domaines pour apprécier un petit peu, s'amuser également, du spectacle, vous voyez, c'est assez étonnant, et c'est bien, et on mange bien en même temps, on parle de bons produits, et ça c'est votre domaine, ça. Oui, tout à fait. Donc pourquoi nier ça, cette foire? En fait, le parc des expositions a proposé au syndicat des artisans bouchers charcutiers de la Sarthe un nouvel espace pour réaliser son concours de dimanche prochain. Exactement. Donc espace de 200 mètres carrés dans le hall B que le syndicat va utiliser complètement d'un bout à l'autre, et malheureusement, ou heureusement pour nous, ce concours n'utilise que le dimanche, et donc il fallait animer le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous sommes en direct et Alain, je vois que vous êtes passionné quand vous parlez de rillettes. Je vous demanderai juste de rester face au micro, sinon ça fait un petit problème de niveau, on dirait. Voilà. D'accord. C'est important. Je vais vous attacher sinon. Oui, d'accord. Donc je continue. Donc le parc des expos et le syndicat des artisans bouchers a demandé à l'association Printemps des Rillettes d'animer les 3 premiers jours de cette foire. Et c'est pour ça qu'on y est avec des exposants. C'est un vrai bonheur d'être là. Eh bien, exactement. Voilà. Donc le Printemps des Rillettes fait l'automne également. Enfin, on fait la fin de l'été maintenant. Oui, et après, ça fait le printemps. Donc, et ça fait le printemps. Les dates sont déjà... Ah oui, bien sûr, elles sont arrêtées d'une fois sur l'autre. Là, on vous donne rendez-vous, évidemment, à tous, du 15 au 23 mars 2025. C'est bientôt, c'est bientôt. Ça arrive très très vite, Alors, j'ai une question, Paul-Joseph. Le thème, quel ce sera l'année dernière, nous avions le trompe-goule.
Ben oui. Alors, intéressant ça. L'année On s'est dernière, régalé, hein, je peux vous dire, on en a mangé. Hein. On a mangé beaucoup même. Beaucoup même, exactement. Mais là, cette année, on peut savoir, on n'est pas trop indiscret là. non, ça on peut le dire. L'année dernière, vous aviez la première Coupe du Monde du trompe-boule. Exactement, 3 femmes qui ont gagné. Exactement, 4 j'en oublie une. Voilà. J'en oublie une. C'est comme les mousquetaires, on oublie toujours la dernière. Exactement, Voilà. exactement. Et comme c'était la première, on avait dit la première parce qu'on espérait bien faire la deuxième. Et donc Ouais. l'année prochaine, ça sera aussi la deuxième Coupe du Monde du trompe-boule. Ah, deuxième Coupe du Monde, s'il vous plaît, au Mans. On remet son titre en jeu, c'est ça, les vainqueurs vont remettre le titre en jeu. Bon, après là, les modalités ne sont pas fixées. Et puis il y aura évidemment d'autres nouveautés dans ce printemps des Rillettes 2025. Mais là, c'est motus et bouche cousue parce que nous avons interdiction de dévoiler les secrets. Top secret. Top secret. Donc on finira sur ça. En fait, on a fait donc 1h30 de direct. On a parlé de cette foire du Mans et la petite ouverture sur le printemps parce que ça arrive vite. C'est jamais que dans 6 mois. Merci Alain Cabane. Merci Alain, merci beaucoup. Et rendez-vous dans le hall B pour une dégustation de rillettes chaudes. On n'y manquera pas. On invite nos auditeurs à venir aussi. Exactement, tout à fait. Donc je vous remercie. Je remercie également l'organisation de la foire du Mans, notamment Thierry Baudier, commissaire de la partie agricole, qui a mis tout ce beau petit barnum à disposition. Jean-Luc Boutier, qui a animé avec moi, qui a brillamment interviewé 9 invités. Benoît Porcher pour le travail de l'ombre. Notre technicien Mathieu Goualard en régie. Il est 13h30 et les programmes continuent sur RCF Sarthe. Cette fois-ci, on continue avec un petit peu de jazz. Merci à tous. Merci, très belle journée. Merci.